Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis plus d'une centaine de jours, se prépare pour les législatives du 30 juillet. Ses partisans évoquent la difficulté à mener une campagne électorale en prison. Alger et Paris ont affiché leur volonté de renforcer leurs relations dans tous les secteurs, notamment dans la lutte contre le terrorisme, et d'unir leurs efforts pour une solution politique en Libye. Et parlons de la Libye, des milliers de migrants s'entassent dans des conditions épouvantables dans des centres de rétention. Près d'1 million d'autres attendent de tenter la traversée de la Méditerranée. Au Sénégal, alors que le président Macky Sall rentre d'une tournée européenne à Bruxelles, Berlin et Paris, où il a rencontré notamment Emmanuel Macron et Angela Merkel, le maire de Dakar, Khalifa Sall, lui, est en prison depuis précisément 100 jours. Mais les deux hommes vont bien s'affronter sur le terrain politique avec les législatives qui se tiendront le 30 juillet prochain. Et selon ses proches, l'édile de la capitale reste combatif, serein mais visiblement frustré, car la détention vue par certains comme une manière de renforcer sa stature est un vrai problème. Khalifa Sall aime discuter avant de trancher en prison. Il n'a plus la même latitude, estime l'un de ses collaborateurs. Et le maire, tête de liste nationale, doit désormais lancer sa campagne, monter son quartier général, créer une équipe en espérant que ses consignes soient respectées et appliquées à la lettre. Khalifa Sall occupe en tout cas son ton se perfectionne en arabe, lit les journaux sur l'actualité politique et les premiers pas d'Emmanuel Macron. Ses avocats qui tiennent une conférence de presse ce mercredi comptent visiblement alerter sur la difficulté de mener une campagne électorale en prison, sur le droit également de voter en détention. Khalifa Sall, qui refuse depuis 1 mois de recevoir ses proches car ses conditions de détention se sont durcies, compte bien, rappelle ses collaborateurs, gagner les législatives, notamment dans la capitale, et ceci depuis sa cellule de la prison de Rebeuss. Depuis qu'on a attaqué la prison de Makala jusqu'à aujourd'hui, vous comme nous n'avons toujours pas d'explication fiable. Nous avons exigé une commission d'enquête indépendante et une enquête qui doit être menée avec la présence des autres représentants des ONG des droits de l'homme de la MONUSCO. Il a refusé. Mais où est le résultat? Le peuple a quand même besoin, a le droit de savoir ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer. Comment ils ne peuvent pas être à mesure de mettre fin à cette situation qui endeuille continuellement les citoyens congolais et qui expose la population à une insécurité. Kassangoulou, c'est la même chose. Silence total. Rien du tout. Si à Kinshasa, il a sacrifié les directeurs de la prison qui, à son niveau, n'avaient même pas de charge de sécurité parce que lui, c'est l'administration. La gestion des détenus. Mais les aspects sécuritaires de la prison étaient de la compétence d'un dispositif sécuritaire constitué des agents de sécurité, de la police et des militaires. Nous disons que si lui-même ne démissionne pas volontairement, il faudrait que ceux qui ont le pouvoir de le faire démissionner les limogent. Qu'on donne la chance à un autre Congolais ou une Congolaise qui peut, tirant les leçons de cet échec cuisant de sa politique à la tête de ses ministères, pourra apporter des solutions au moins rapides à ces phénomènes qui commencent à inquiéter tout le monde. Parce que vous, comme nous, tous nous sommes maintenant en insécurité. Ça suppose qu'aujourd'hui, on peut, mais si on peut attaquer déjà une prison qui est censée être protégée par les agents de l'ordre, mais que pensez-vous de nos résidences non protégées par les policiers? Donc, il faut qu'il démissionne. Ça devra être un signal fort qu'on nomme un ministre ou une ministre qui peut faire preuve de capacité à gérer, à être sur terrain, à travailler, essayer de discuter avec tous les Congolais regroupés à travers plusieurs institutions pour qu'on sache qu'est-ce qui doit être fait.
L'Algérie et la France veulent renforcer leurs relations dans tous les secteurs, notamment dans la lutte antiterroriste, et unir leurs efforts pour une solution politique en Libye, ont affirmé mardi à Alger leur ministre des Affaires étrangères. Nous sommes motivés par cette coopération, cette coordination qui se fait avec la France, mais qui se fait également avec d'autres partenaires, qui fait que le terrorisme reste l'objectif principal de notre action commune et de notre coordination pour mettre fin à ces situations et en même temps accompagner nos frères à retrouver leur stabilité, que ce soit au niveau de la Libye, au niveau du Mali. Concernant la Libye, les deux pays souhaitent une solution politique qui intervienne le plus rapidement possible, a expliqué Jean-Yves Le Drian dans une déclaration à la presse. C'est cette détermination qui nous amène à souhaiter que sur le théâtre libyen, il y ait une solution politique qui intervienne le plus rapidement possible et nous avons convenu de joindre nos efforts pour aboutir à une solution politique inclusive. Le Drian fait depuis sa nomination en mai le tour des protagonistes du dossier libyen pour favoriser une solution négociée au conflit. Il s'est déjà rendu à Tunis et au Caire. Les deux ministres ont également abordé la situation au Sahel, notamment au Mali. Il y a une volonté commune d'aboutir à la mise en œuvre des accords d'Alger auxquels nous tenons beaucoup, a souligné le ministre français. C'est le seul moyen, selon lui, de lutter contre le terrorisme. La Libye compte plus d'une vingtaine de centres de rétention où s'entassent des milliers de migrants dans des conditions épouvantables après avoir dû traverser plusieurs pays désertiques dangereux aux mains des passeurs. Entre 700 000 et 1 million d'autres attendent l'occasion pour tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée selon l'Organisation internationale des migrations. Pour atteindre les côtes libyennes, Maria a dû payer beaucoup d'argent, traverser 3 pays et le périlleux désert libyen où elle a vu des migrants mourir. Embarquée finalement sur un canot, son rêve d'atteindre l'autre rive de la Méditerranée a tourné court. Aujourd'hui, Maria est enfermée avec son bébé et son fils avec une vingtaine d'autres femmes et enfants dans un bâtiment. Son mari est détenu non loin d'elle avec des dizaines d'autres migrants entassés dans des cellules fermées à clé. Moussa Ouattara, 29 ans, est lui venu de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Pour atteindre le point de transit d'Agadez dans le nord du Niger, il a dû payer 120 000 francs CFA, puis 300 000 francs CFA pour atteindre Sabrata avec d'autres Ivoiriens. Pour lui aussi, la traversée du désert libyen n'était pas facile. En fait, c'est pas facile. Donc de là-bas, on est venu juste ici. On nous a envoyé ici, à Sabrata ici. C'est des Sabrata maintenant encore. Ils paient 150 000 francs pour la traversée. Le responsable du centre de rétention affirme à l'AFP que la présence importante des bateaux humanitaires, y compris dans les eaux libyennes, facilite le travail des passeurs et rend les traversées encore plus périlleuses. Lancement ce mardi en Tunisie d'une police environnementale. La prolifération des déchets en ville comme à la campagne, un fléau qui s'est nettement aggravé depuis la révolution de 2011, en est la motivation. Au début, 163 agents seront déployés dans 34 municipalités du Grand Tunis. Mi-juillet, 136 agents supplémentaires entreront en fonction dans 40 autres municipalités du pays. On a lancé un programme en 7 points dont j'ai énuméré pour aider à la situation en aidant les municipalités à collecter les déchets, à balayer les routes, à prendre en charge les plages. Il y a une opération de sensibilisation et la police environnementale rentre dans ce cadre. Parfois, il faut un peu de répression, mais on va le faire de façon graduelle. On ne va pas sortir avec une police qui va être... Donc on va donner un moment, une période d'adaptation, comme toute nouvelle législation. Il y a une méthode d'adaptation de 1 mois et demi, où il y aura des contraventions blanches. C'est un travail compliqué car nous sommes en contact direct avec le citoyen. Le citoyen ne sera pas content quand je lui mettrai une contravention. Le citoyen, quand tu le sensibilises et tu lui mets une amende, c'est quelque chose d'énorme. Pendant 1 mois,
La police environnementale sera donc chargée de sensibiliser la population. Mais à partir de la mi-juillet, jeter ses ordures en dehors des bennes et brûler ses déchets comme il est devenu commun de le faire sera passible d'une contravention allant de 14,5 à 21 €. Les délits seront, eux, punis d'amende allant de 109 à 363 €, voire de prison en cas de mise en danger de la santé publique. Cette police environnementale sera placée sous l'autorité des municipalités, mais avec un suivi du ministère de l'Environnement. La région est plutôt épargnée par la guerre civile qui a repris fin 2013 et pourtant, dans le nord-ouest du Soudan du Sud, la faim fait des ravages. Ici, la pénurie de nourriture est cyclique et la population entre dans la période la plus difficile de l'année. Cette saison de vaches maigres qui débute appelée la soudure correspond à l'épuisement des récoltes de l'année passée dans les foyers et au début des semailles qui, si la météorologie se montre favorable et la situation sécuritaire demeure stable, ne porteront leurs fruits qu'en septembre. On n'a rien à manger à la maison. Quand j'ai épousé mon mari, c'était un jeune soldat. On a quitté mon village et on a vécu un peu partout dans l'État. Puis nous sommes rentrés à la maison avec 2 enfants. Tout était nouveau et on n'avait pas de quoi cultiver assez de sorgho. À 800 km environ au nord-ouest de Djoubal, l'État du Bahr el Ghazal du Nord enregistre des niveaux de malnutrition parmi les plus élevés du pays. 2 de ces 5 comtés sont classés par l'ONU en situation d'urgence alimentaire, le stade précédant celui de la famine déclaré en février dans 2 poches du nord du pays. Les gens ne peuvent pas cultiver pendant la saison sèche. Les récoltes se font généralement d'octobre à décembre. Il commence à manquer de nourriture à la fin mars, début avril et s'approvisionne alors sur les marchés. Cette année, il y a aussi une pénurie de nourriture sur les marchés à cause des prix élevés et de l'inflation dans le pays. Selon plusieurs travailleurs humanitaires sur place, les mois qui s'annoncent seront de nouveau très difficiles dans l'état du Bahr el Ghazal du Nord et de l'aveu de l'un d'eux, la réponse humanitaire parviendra au mieux à stabiliser la situation. Processus de désarmement en Colombie. Les FARC ont remis mardi un lot de fusils, pistolets, lance-grenades et lance-missiles à la mission de l'ONU qui avait estimé l'arsenal des FARC à environ 7000 armes. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'accord de paix historique signé entre cette guérilla et le gouvernement. L'accord a suscité beaucoup d'attentes et nous les avons remplies. Aujourd'hui, le chemin des FARC vers la vie civile et la politique sans armes est sans doute le plus beau symbole du processus. Nous voulons qu'ils sachent que nous portons la paix dans nos cœurs. Notre engagement est total. Nous allons tout donner pour la construction du pays dont nous rêvons. La semaine dernière, environ 2300 armes des FARC avaient déjà été remises par la guérilla. C'est le deuxième lot concernant 30% de l'arsenal et portant donc à 60% la part totale déposée auprès de l'ONU. Les 40% restants de l'arsenal des FARC doivent être remis à l'ONU le 20 juin. Possible extradition de l'ex-président panaméen Ricardo Martinelli, arrêté en Floride. L'homme accusé d'espionnage politique à grande échelle a été présenté à un juge américain mardi. L'ancien chef d'État a été à l'issue de cette première audience maintenu en détention. L'homme devra de nouveau comparaître le 20 juin. Ce sera pour déterminer s'il est éligible à une libération sous caution. Il est accusé d'avoir intercepté des conversations téléphoniques de manière illicite. Mais de toutes les règles établies entre les États-Unis et le Panama, aucune n'inclut ce délit. D'abord parce qu'il est enraciné aux États-Unis avant même d'être président du Panama. Il a un ancrage ici car il vit aux États-Unis. Ensuite, c'est un homme d'affaires. Il a des affaires aux États-Unis, au Panama et dans d'autres pays.
Donc ce que nous voulons dire, c'est que Ricardo Martinelli a de quoi prouver qu'il ne va pas s'échapper. Refuser la libération sous caution est une procédure normale en ce qui concerne les traités d'extradition. Ce serait une exception à la règle, car il est président du Panama. Il pourrait être libéré sous caution, car il n'y a pas de risque qu'il s'en aille. Ce serait une façon d'équilibrer le jugement que le tribunal doit rendre, et l'avocat de M. Martinelli va soutenir cet argument devant la Cour. Président du Panama entre 2009 et 2014, Martinelli aurait illégalement fait enregistrer des communications de 150 personnes, dont des opposants politiques, des journalistes, des juges de la Cour suprême et sa maîtresse, selon l'acte d'accusation des autorités américaines. Ce système d'espionnage étatique était financé à hauteur de 13 400 000 $ par des fonds publics destinés à des programmes sociaux.